avoir les bases de la physique ou plus précisément de l'astrophysique. C'est ce que propose le livre d'Alexandre Moati, Les indispensables astronomiques et astrophysiques pour tous, aux éditions Odile Jacob. C'est, je pense, les limites du défi 30 jours 30 livres où on veut faire 30 matières différentes. Alors la Terre, elle n'a pas une forme ronde, elle a une forme ellipsoïde, donc ça veut dire qu'elle est aplatie au niveau des pôles. Bon, le jour de la Terre ne fait pas 24 heures, mais c'est un jour sidéral qui fait 23h56 minutes. L'heure était non universelle jusqu'avant 1884. C'est-à-dire qu'avant 1884, quand on est dans un autre pays, dans une autre ville, on demandait l'heure à chaque fois. Parce qu'en fait, c'était pas du tout la même heure. Et c'est, il n'y avait pas besoin d'avoir la même heure. Et la nécessité d'une même heure ça arrive uniquement avec les trains qui doivent être réglés à la même heure pour arriver, pour pouvoir changer de ville. Donc c'est vraiment le développement du chemin de fer qui fait développer l'universalité de l'heure. Il y a aussi ce qu'on appelle le mouvement de la précession des équinoxes. La précession des équinoxes, c'est simplement le fait que l'équinoxe arrive toujours un peu avant tous les ans, du fait même de la position de la Terre qui est légèrement inclinée comme ça et qui va avancer comme ça tout autour en se tournant. Et donc ce qui fait qu'au moment où elle va arriver au niveau de l'équinoxe, elle va toujours être un petit peu en avance. Il y avait une inclinaison au niveau de l'axe des pôles. Dans notre galaxie, si je ne me trompe pas, il y a 88 constellations. Une constellation, c'est un ensemble d'étoiles. Et en fait, 13 de ces constellations sont traversées par le Soleil. Et en fait, les 13 de ces constellations, ce sont les constellations du zodiaque. Vous avez le Soleil, vous avez la Terre, qui tourne comme ça. Vous avez des constellations qui, par exemple, sont là, au moment où la Terre est là, ce qui fait qu'on les voit et qu'elles sont éclairées. Il y en a 12 apparemment, il y en a 13 qui sont effectivement traversées par le Soleil, mais 13, c'est pas un bon chiffre pour l'astrologie, donc il en fallait 12. Tout simplement, ce qu'on appelle le mascaré, ce sont en fait les marées qui arrivent des océans, mais qui arrivent jusque dans les fleuves. Voilà, il n'y a pas que seulement des marées lunaires, mais aussi des marées solaires en fait. L'influence du Soleil sur les marées est très puissante, peut-être dans l'ordre de 1/3. Comme il est moins proche, comme la Lune est plus proche de nous, son influence est beaucoup plus puissante. Et en fait, comme la Lune, elle fait 24 heures, c'est pour ça qu'il y a toujours une marée haute et une marée basse, parce qu'en fait, le temps qu'elle fasse comme ça, l'eau, elle fait comme ça avec la Lune. Il y a plusieurs couches dans l'atmosphère. La couche de jaune, en fait, c'est une couche d'ultraviolet, mais qui est minoritaire. Pourquoi est-ce que le ciel est bleu? Le ciel est bleu parce que, en réalité, eh bien, le Soleil donne un certain la lumière, donc l'ensemble du spectre lumineux. Sauf que l'ensemble du spectre lumineux, nous, on ne peut pas le voir, on peut voir qu'une infime partie des longueurs d'onde compris entre 800 et 400 longueurs d'onde. Au moment où la lumière tape notre atmosphère, eh bien, elle va taper une atmosphère qui est riche en azote et en oxygène. Le mouvement de diffraction fait qu'avec ces gaz-là, c'est le bleu qui va nous apparaître. Et c'est pour ça que lorsque le soleil est au crépuscule ou à l'aube, en fait, il va pas taper avec la même intensité, puisqu'en haut, c'est là où il tape il tape directement le sol. Là, il va taper le sol et notre vision avec un angle d'incidence qui est beaucoup plus bas, ce qui fait il y aura beaucoup plus de matière, et ce qui fait on va arriver à une longueur d'onde un peu plus, si je ne me trompe pas, basse ou haute, je ne sais plus, et ce qui fait que ça va nous apparaître rouge. Et s'il y a des nuages qui apparaissent blancs, c'est parce qu'en fait, il y a une concentration d'eau, de microparticules d'eau, de vapeur, qui réfléchissent en fait l'ensemble de la lumière, l'eau. Voilà, ce qui fait que ça nous apparaît blanc ou donc sans lumière en fait avec le spectre. Et plus il y en a, plus il y a d'eau, plus c'est concentré, plus ça nous apparaît de plus en plus gris, voire noir, où justement c'est l'ensemble des couleurs qui sont représentées également. Alors comment fonctionnent les boussoles? Les boussoles fonctionnent grâce au champ magnétique. Comment ça se fait? Puisqu'en fait il n'y a pas de fer au centre de la Terre comme ça. Et en fait il y a un centre, la Terre tourne, et en fait le fer qui est contenu à l'état liquide au centre de la Terre tourne avec, et c'est ce qui fait en fait activer les boussoles. C'est celui-là qui fait activer les boussoles, c'est ce qu'on appelle l'effet dynamo. Et c'est d'ailleurs le champ magnétique en fait qui crée les aurores boréales. Les aurores boréales, c'est simplement de la lumière, mais qui est pris dans le champ magnétique et pas seulement dans l'atmosphère avec l'ozone, ou avec l'azote ou avec l'oxygène, et simplement dans le champ magnétique. Et dans le champ magnétique, là, toutes ces couleurs assez incroyables. Le livre se propose également de faire la distinction entre l'astéroïde et les comètes. Les astéroïdes, en fait, ce sont des corps du système solaire, ce sont des embryons de planètes, alors que les comètes, ce sont des corps qui contiennent en fait l'ensemble des
matériaux qui étaient présents au départ du Big Bang. La comète, elle, possède un noyau, une chevelure et une queue, sachant que les autres planètes parfois nous protègent des comètes, parce que parfois il y a des comètes qui arrivent sur nous, mais elles sont attirées par l'orbite des autres planètes. Il faut bien distinguer comète, astéroïde, comme on l'a fait, mais également météore et météorite. Alors en théorie, un météore, en fait, c'est un fragment ou bien d'astéroïde ou bien de comète. Parmi ceux-ci, il y a deux types, il y a les aréolites et les sidérites. Les sidérites sont ceux qui sont considérés en majorité de fer. La différence entre un météore et un météorite, c'est que ce fragment de météore, il peut arriver dans notre atmosphère et être détruit en plusieurs petits. En fait, le météore, c'est déjà un morceau d'une comète ou d'une astéroïde. Et ce morceau va être désintégré dans l'atmosphère et arriver sous forme de petits cailloux, sous forme d'un gros caillou, sous la forme de ce qu'on appelle un météorite. Une étoile filante, c'est pas du tout une étoile, c'est bien sûr une météorite qui arrive dans notre atmosphère et qui va se cracher quelque part. L'existence de météores est soupçonnée uniquement en 1803. Si vous voulez également voir des étoiles filantes, vous pouvez le faire dans la constellation de Persée du 12 au 13 août, notamment la comète de Swift-Tuttle qui tous les ans passe et jette plein de météores. Une constellation, en fait, c'est quelque chose d'artificiel. En fait, ça regroupe un ensemble artificiel, c'est-à-dire qu'on a décidé que c'était conventionnellement, c'était par ici, un ensemble d'étoiles qui s'est très éloigné. On peut utiliser l'outil de parallaxe, qui est une méthode pour calculer la distance que nous avons avec une étoile. Enfin, ce qu'on appelle la magnitude, en fait, c'est l'échelle logarithmique de luminosité intrinsèque. C'est la même chose avec le décibel. C'est une échelle logarithmique, mais pareil, pour le son, pour le son intrinsèque. Et enfin, il faudrait distinguer entre les pulsars et les quasars. Les quasars, ce sont des quasi-stellar objects. Donc en fait, ce sont des sortes de trous noirs qui dévorent de la matière, mais qui sont des objets ultra lumineux. Et enfin, les pulsating stars, les pulsars, qui sont en fait au départ une étoile à neutrons qui est issue de la destruction d'une supernova. Voilà. Enfin, pourquoi est-ce que le carbone 14 permet de dater les pierres, les éléments? Tout simplement parce que le carbone 14 est un isotope radioactif. En fait, radioactif, j'ai appris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que, en fait, c'est une molécule qui a un certain état de noyau atomique. Et en fait, ce noyau atomique, il va se transformer en d'autres atomes. Et en fait, le fait de cette transformation, ça fait un transfert d'énergie, de matière en énergie lumineuse. Et le fait de ce changement, ça crée une lumière. Et en fait, c'est grâce à ce carbone 14 qu'on est capable de dater en fait l'origine et le moment où la lumière a été émise. Évidemment, comme vous vous en doutez, j'ai pris également aussi un petit texte sur les maths, puisque j'ai pris de la bio et de la physique avant.